Il est 23h sur RTI 1 ce soir dans le titre de ce dernier journal. Diversifier l'économie ivoirienne et renforcer le secteur des services pour soutenir la croissance économique et créer de l'emploi. C'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire qui a ouvert ce lundi les réflexions autour de la question à travers la 12e édition de la CGCI Academy. La rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, enregistre la présence d'un hôte de marque, le docteur Ngozi Okonjo, a salué la qualité des réformes menées par la Côte d'Ivoire. La directrice générale de l'OMC, le docteur Ngozi Okonjo-Iweala, est le guest speaker de cette 12e édition de la CGCI Academy. Elle a été reçue en audience aujourd'hui même par le président de la République, Alassane Ouattara. La Nigériane est la première femme et la première africaine à la tête de l'institution basée à Genève, en Suisse. Puis les autorités égyptiennes ont annoncé ce lundi que 28 personnes avaient été secourues et que les opérations de recherche étaient en cours pour retrouver 17 autres passagers. L'information a été rendue publique après le naufrage d'un bateau de tourisme au large de la côte de la mer Rouge en Égypte. Le navire qui transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 14 membres d'équipage a lancé des signaux de détresse à 3h30 GMT selon un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce lundi la cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de la CGCI Academy. L'édition 2024 de ce grand rendez-vous du secteur privé enregistre la participation du Dr Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. À travers la thématique choisie cette année, la Côte d'Ivoire s'engage à améliorer son industrie des services. On en parle avec Alexis Ouedraogo. C'est le plus grand forum du secteur économique en Côte d'Ivoire. Plateforme de dialogue et d'échange, 12 ans après sa première édition, la CGCI Academy réunit le secteur privé ivoirien avec des motifs de satisfaction. Le fait de se réunir chaque année permet à chaque entrepreneur et à chaque personne qui côtoie la CGCI de voir l'impact de ces sociétés, les sociétés membres qui représentent aujourd'hui plus de 80% des recettes fiscales de l'État. L'un des points majeurs est vraiment, et qui peut avoir vraiment un boost pour les entreprises ivoiriennes, c'est le contenu local. Donc c'est ce qui permet de favoriser les entreprises nationales, donc plusieurs services autour des activités pétrolières et minières. Moi, je prends par exemple le domaine des PME que je connais bien. Tout ce qui est loi d'orientation, réforme, la mise en place des structures comme le GUD, la société de garantie. Pour cette édition qui se tient en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, l'industrie des services est au cœur des échanges. Cette industrie propose des produits aux services immatériels qui répondent à des besoins particuliers sans impliquer la fabrication. Les services ont connu une croissance certaine ces dernières années. Mais leur potentiel largement sous-exploité se concentre sur des activités à faible valeur ajoutée. Ce forum permettra d'identifier les activités porteuses et de définir les stratégies nécessaires afin de développer cette industrie capable de créer de la valeur ajoutée, soutenir le développement, réduire le chômage et améliorer la résilience économique aussi bien de la Côte d'Ivoire que du continent. La CGCI Academy 2024 engage l'amélioration de l'industrie des services en Côte d'Ivoire. La cérémonie qui nous rassemble ce jour revêt donc une importance particulière en ce qu'elle porte une thématique d'actualité pour l'Afrique, à savoir quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines. L'industrie des services constitue donc un levier clé pour la performance des économies africaines. En renforçant son infrastructure numérique et en investissant dans le capital humain et dans ce secteur, l'Afrique pourra améliorer ses indicateurs économiques et se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale. Des mots soutenus par Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle insiste sur la nécessité pour le continent de se concentrer davantage sur le secteur des services, compte tenu de son potentiel à absorber une main-d'œuvre importante et à stimuler la création d'emplois. Une vision que partage l'État de Côte d'Ivoire.
Le forum qui nous rassemble aujourd'hui nous offre donc une précieuse opportunité pour échanger et partager les expériences des différents pays sur l'ensemble de ces aspects, afin et surtout de tirer parti des pratiques ayant démontré leur efficacité. La présence qualitative d'experts de tout horizon à cette édition permet de croire que les réflexions fructueuses et les débats enrichissants viendront certainement renforcer la contribution de l'industrie des services à la compétitivité des différentes branches des économies d'Afrique. Pour cette édition, l'île Maurice et Singapour, considérés comme des modèles de réussite en matière de développement de l'industrie des services, sont les pays invités. Notons que 15 panels de haut niveau, 6 masterclass et une plateforme de rencontres B2B pour les jeunes entrepreneurs meubleront la rencontre. En marge des travaux de l'édition 2024 de la CGCI Académie, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé ce lundi une audience à Dr Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce et l'invité spécial du rendez-vous du secteur privé ivoirien. Elle a salué la qualité des réformes et des actions de développement mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Alexis Ouetraogo. L'Organisation mondiale du commerce s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Pour l'ouverture de la CGCI Académie 2024, sa directrice générale et l'invité d'honneur, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a été reçue en audience par le chef de l'État Alassane Ouattara. Je dois féliciter Monsieur le Président pour la performance de l'économie ivoirienne. Et je félicite aussi le secteur privé, le CGCI et Monsieur le ministre du Commerce, parce que quand on regarde les chiffres, la performance est excellente. Et je vois que ce qu'on fait ici avec l'économie de service, le thème de la réunion ici, c'est aussi très important. La directrice de l'OMC engage le continent africain à saisir toutes les opportunités des industries de services. Le Premier ministre séjourne en ce moment dans le golfe arabo-persique à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Robert Begré-Mambé a eu une série d'audiences ce lundi. Le patron du gouvernement ivoirien a rencontré plusieurs hommes d'affaires émiratis. Il les a appelés à venir en Côte d'Ivoire pour investir. Herman Guibé et Adam Kéré sont nos envoyés spéciaux. Abdallah Ben Zayed Al Nahyan est le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, à la tête de la forte délégation qu'il conduit. Il est reçu en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Présent à cette audience, le ministre des Affaires étrangères ivoirien Léon Adom Kakou et le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Au cours de cette audience, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, salué l'excellence de la coopération qui existe entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. Parlant de cette coopération, le Premier ministre a présenté le large éventail d'opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en termes de possibilités d'investissement dans différents secteurs d'activité. Il a également exprimé le vœu de voir la coopération diplomatique entre les deux pays s'intensifier pour le bonheur des peuples ivoiriens et émiratis. Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a pour sa part remercié le Premier ministre Robert Begré-Mambé d'avoir fait le déplacement d'Abu Dhabi. Il entend faire de son mieux afin de travailler au renforcement de la diplomatie entre les deux pays et travailler surtout à l'obtention d'un appui constant au projet de développement initié par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est ensuite entretenu avec le cheikh Hamed bin Hamed Al Hamed, homme d'affaires émirati résident à Abu Dhabi, occasion pour le chef du gouvernement de présenter la destination Côte d'Ivoire et d'inviter l'homme d'affaires émirati et son collège à venir investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de la construction. Le Premier ministre leur a présenté les grands projets établis par le gouvernement. Pour ce qui concerne les logements sociaux, un projet cher au président de la République, Alassane Ouattara. Les hommes d'affaires émiratis ont marqué leur intérêt pour ce champ d'investissement. Autre point abordé, l'appel lancé par le Premier ministre à leur endroit afin qu'ils viennent investir dans le secteur du tourisme. Des missions de prospection seront initiées par les hommes d'affaires émiratis afin de faire aboutir des accords dans ce sens. Le Premier ministre a ensuite pris part à la signature d'un mémorandum d'entente entre les groupes ZDS Développement et NDG Abu Dhabi et l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, représentait pour la circonstance le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra Souba. Les groupes ZDS Development et NDG
Abu Dhabi entendent mettre leur expertise au service du recyclage, au service de la gestion des déchets d'entreprise. Et ici en Côte d'Ivoire, l'Institut d'études stratégiques et de défense appelle à une session nationale de réflexion stratégique. La rencontre, la deuxième du genre, mène des réflexions autour d'un mode de collaboration pour la sécurité nationale. À Assini, les entreprises privées et publiques essaient de comprendre le rôle des structures de défense et l'importance de leur implication dans le renforcement de la sécurité nationale. On écoute les précisions de Jean-Marie Djadji. Officiers supérieurs des armées, conférenciers pour la circonstance. Ils éclairent la lanterne des entreprises privées et publiques sur l'impact de la géopolitique sur la défense nationale. Ces structures stratégiques sont notamment exhortées à s'impliquer et à collaborer avec les forces de l'ordre pour améliorer la sécurité collective. La tactique est plantée pour l'ouverture de la deuxième session nationale de la réflexion stratégique initiée par le ministère d'État, ministère de la Défense. Nous intervenons dans la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire dit approvisionnement des marchés. Et quand on sait que les opérateurs nous alimentent quotidiennement, sont confrontés quelquefois à des insécurités sur la route. Et nous, qui sommes les encadreurs, nous sollicitons l'aide des forces de défense pour assurer la fluidité des produits sur les marchés. À la manœuvre, l'Institut d'études stratégiques et de défense. La main invisible de l'État, très souvent, à travers les différents ministères, assure la convergence des intérêts privés vers l'intérêt général. Il est donc vital pour les gestionnaires du secteur privé de comprendre le fonctionnement du ministère en charge de la défense, son processus de décision et de construction de politiques publiques. Depuis sa création en 2018, l'Institut d'études stratégiques et de défense anticipe sur les défis de sécurité à travers des échanges avec les forces vives de la nation. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont les prochaines cibles de la prochaine session nationale de réflexion stratégique. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une délégation onusienne était de passage dans notre pays. Elle a rencontré le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion socio-professionnelle et du service civique. Au cœur des échanges avec Mamadou Touré, l'évaluation de la capacité de la Côte d'Ivoire à contrer les attaques terroristes en mettant en application les recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU. Les détails avec David Soyo. Une délégation des Nations Unies en visite de travail au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion socio-professionnelle et du service civique. Une rencontre pour évaluer la capacité de la Côte d'Ivoire à contrer les attaques terroristes en mettant en application les recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU. La séance de travail a été pour nous l'occasion de revenir sur ce bilan. Un objectif de 65 000 jeunes a impacté dans ces zones frontalières. Nous sommes à 53 000 avec 22 000 qui le seront les 12 prochains mois. Et surtout les articulations qui ont permis de bien cibler les jeunes. L'association des différentes autorités administratives, politiques, des leaders communautaires. Mais ce programme s'inscrit dans un vaste programme, programme jeune du gouvernement, une vraie stratégie nationale avec la participation de 21 ministères sectoriels pour impacter les jeunes sur l'ensemble du territoire national. À côté de la riposte militaire, la réponse sociale du gouvernement par la construction d'infrastructures de base au développement et en offrant formation et emploi aux jeunes satisfait les émissaires de l'ONU. Avec Monsieur le ministre, nous avons eu une rencontre très fructueuse qui nous a permis d'avoir une lecture assez claire des actions lancées par le gouvernement dans la gestion de la jeunesse. Et la population de la Côte d'Ivoire est très jeune. Il est important d'ailleurs d'impliquer cette jeunesse-là dans toutes les initiatives qui aideront à lutter contre le terrorisme. En plus, on a pu noter que dans les 6 régions de la Côte d'Ivoire, dans le nord surtout, il y a plusieurs projets, plusieurs programmes qui ont été déjà lancés. Et nous avons noté qu'il y a plusieurs succès dont nous sommes fiers. La délégation onusienne va continuer sa visite auprès des ministères concernés par le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Ce programme prend en compte 6 régions, la Bagoué, le Boukani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo.
De l'eau potable pour tout le monde, c'est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. Il vient de lancer le PASEA, le projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement. Il va durer 11 ans et va coûter plus de 700 milliards de francs CFA à la Banque mondiale. À Korogo, le coup d'envoi de la première tranche a été donné samedi dernier par le ministre de l'Hydraulique. Siekwasi, Juliette Ouéa. L'accès à l'eau potable, une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Pour satisfaire les besoins primaires des populations, la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé un accord de financement pour le PASEA, projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement. Je voudrais vraiment féliciter le gouvernement pour vraiment avoir eu la pensée longue à faire une gestion de ressources intégrées, des ressources pour assurer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le font, mais vous l'avez fait. Vous avez préparé une stratégie. Et c'est cette stratégie qu'on a travaillé ensemble avec vous pour essayer de mettre un chiffre là-dessus et de pouvoir commencer un premier programme. Que ce programme qui est de 1,2, c'est une première étape. 11 régions du nord du pays sont bénéficiaires. Il y a un travail de ressources à faire et ensuite le travail de ressources étant bien fait, lui il a cette ressource-là pour pouvoir donner à boire. Dans la discussion avec la Banque mondiale, nous avons eu une oreille attentive à nos ambitions pour la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc on était parti pour un projet de 250 millions de dollars. Et dans la discussion, grâce à l'appui et à l'accompagnement de la Banque mondiale, nous sommes passés d'un projet, d'une conception projet, à une conception programme. Et donc, on va se projeter sur une dizaine d'années. On va regarder tous les aspects pour que nous ayons un service universel de qualité. La première phase du PASEA, projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement, va durer 6 ans. Ce programme est estimé à plus de 500 milliards de francs CFA. On parle maintenant de santé avec la cérémonie officielle de lutte contre le cancer de la prostate qui a été lancée le samedi dernier. Un lancement en présence du ministre de la Santé au Centre national d'oncologie médicale de thérapie Alassane Ouattara. Au CHU de Cocody, Pierre Demba a appelé à la sensibilisation au dépistage précoce et à la pratique du sport. Un reportage de Julien Gogo commenté par Léon Brou. Le centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, outillé selon sa directrice à la prise en charge des malades du cancer de la prostate. Fort de ses acquis, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle transmet aux populations ce message d'espoir. La bonne nouvelle et le message que nous devons retenir, c'est que quand le cancer est découvert tôt, avec les investissements réalisés par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, il y a des chances de suivi. Voilà pourquoi ce matin nous avons voulu nous rassembler pour faire cette marche, pour soutenir la cause. Il ne faut plus prendre le cancer comme un drame. Il faut pour cela, donc dès 40 ans, que les hommes puissent se faire dépister. Dépister et prise en charge précocement, le cancer de la prostate se guérit. Pour sa prévention, la pratique du sport est conseillée et c'est à juste titre que se tient le marathon bleu. 5 km de course avec la participation du ministre de la Santé. Je fais du sport aujourd'hui avec tout le monde dans le groupe du marathon pour lutter contre le cancer de la prostate et tous les autres cancers, pourquoi pas. Le conseil que je vais donner aux jeunes, qu'ils adoptent le sport comme leur nourriture quotidienne. Parce que moi, je l'ai toujours fait. À mon âge, je peux faire tout ce que les autres font. Et c'est juste à cause de ça. Parce que le sport, pour moi, c'est la vie. 93% le taux de guérison du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire contre 91% en Afrique. Plus exposés à cette maladie, les hommes de plus de 40 ans. On reste toujours dans le domaine de la santé avec le Royaume d'Arabie Saoudite qui a initié une campagne de lutte contre la cécité en Côte d'Ivoire. Elle se tient en collaboration avec le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays. Ce sont plus de 800 personnes qui ont été gratuitement opérées de la cataracte. Une campagne entièrement financée par le Royaume saoudien. On en parle avec Kouadio Ouredou et Abou Sanogo. La cataracte, première cause de cécité en Côte d'Ivoire, responsable de la perte d'autonomie de plus de 150 000 personnes dont 26 000 sont aveugles. Chaque année, 30 000 nouvelles personnes sont enregistrées avec cette affection.
Face à cette situation, l'ambassade d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, en collaboration avec les épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, a initié une campagne d'opération de la cataracte au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Campagne qui a permis de réaliser 800 interventions chirurgicales gratuites pour la cataracte. Une opération qui vise à combattre la cécité et à renforcer la santé des populations. Je n'ai pas déboursé 5 francs, les examens comme l'opération, en tout cas, tout a été pris en charge. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue, en tout cas, je suis contente, je remercie le Seigneur. A été l'origine de la venue en Côte d'Ivoire de l'équipe de 18 personnes de la Fondation Al-Bassar International. Cette campagne de lutte contre la cécité en Côte d'Ivoire est entièrement financée par l'Arabie Saoudite sous la supervision de l'ambassadeur du Royaume. Nous espérons continuer de faire encore davantage appliquer ce genre de projet en Côte d'Ivoire prochainement. Nous sommes en train donc de prendre les dispositions pour opérer la cataracte un peu partout, mais il reste encore un stock important. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir cette initiative de l'Arabie Saoudite. Pour la réussite de cette campagne, 18 spécialistes de l'Arabie Saoudite ont été mobilisés. Mettons à présent le cap sur Dakhla au Maroc avec la Fondation Mohamed VI qui vient de lancer l'Académie africaine des sciences de la santé. Elle va permettre de mutualiser les initiatives sur le continent en termes de formation, de recherche et de développement de produits médicamenteux. Il s'agira en toile de fond de faire face aux crises sanitaires comme la Covid-19 ou encore le monkeypox. 28 pays africains ont pris part au lancement de cette Académie africaine. Didier Nguesson, Célestin Frodo. L'Académie africaine des sciences de la santé vient de voir le jour à Dakhla, au Maroc. Ce nouveau projet de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé promeut l'excellence et l'innovation dans le domaine sanitaire à travers la recherche et le développement, la formation et les partenariats stratégiques. L'Académie sera un espace d'intelligence collective où experts, chercheurs et institutions se réuniront pour créer des synergies entre nos pays afin de répondre de manière plus coordonnée et plus efficace aux défis sanitaires de notre cher continent. Bâti sur 47 hectares, le complexe de l'Académie en chantier permettra à terme de fédérer les initiatives sur le continent afin de faire face aux crises sanitaires comme le Covid-19, Ebola ou la variole du singe. L'Académie facilite un accès équitable aux soins de santé. Cette institution est appelée à devenir un pôle d'excellence qui rassemble les talents, mutualise les expertises et renforce la coopération sud-sud. Elle est un espace où la solidarité africaine prend une forme concrète et où chaque partenaire trouve sa place pour contribuer au développement de la santé en Afrique. Nous savons que les défis sont nombreux, l'inégalité d'accès aux soins, les pressions liées aux maladies émergentes, l'impact du changement climatique, mais nous sommes convaincus que cette académie sera un outil puissant pour relever ces défis. Elle permettra de transformer les obstacles en opportunités en plaçant l'humain au centre de toutes les initiatives. La pandémie Covid-19, pour ne citer que celle-ci, nous a appris que seule une capacité de réponse rapide et résiliente nous permet de faire face aux crises sanitaires. En travaillant de concert, nous pourrons non seulement surmonter les défis actuels, mais aussi anticiper et atténuer les risques sanitaires futurs. Plusieurs conventions de partenariat ont été signées à l'initiative de l'Agence marocaine de coopération internationale. Les participants venus de 28 pays africains ont visité le siège de l'Académie africaine des sciences de la santé. À compter de ce 25 novembre jusqu'au 10 décembre prochain, les populations sont appelées à donner l'alerte. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. En Côte d'Ivoire, les chiffres sont évocateurs. On enregistre 8862 cas de violence signalés et pris en charge. Le gouvernement appelle à dénoncer pour inverser la tendance. L'éclairage de Franck Quadio. L'égalité de genre, la clé d'une société équilibrée. Des messages à de jeunes filles ou de jeunes garçons, d'hommes et de femmes, des marches, des rencontres ou encore des conférences. Du 25 novembre au 10 décembre, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles sont lancés. Acteurs et actrices de mise en œuvre du projet Femmes en avant en Côte d'Ivoire. Disons haut et fort
non aux violences faites aux femmes. 16 jours d'activisme. Pourquoi dénoncer ces violences faites aux femmes et aux filles? Selon le rapport Féminicide 2023, toutes les 10 minutes, une femme est tuée dans le monde, ou encore une femme sur 3 est victime de violences. Au niveau national, le système de collecte de données sur les VBG est sans équivoque. 8862 cas de violence signalés et pris en charge, dont 1091 cas de viol, 292 cas de violence sexuelle et 2219 mariages forcés, entre autres. Les pesanteurs sociologiques, voire religieuses, le faible accès à l'information, autant de facteurs déclenchants. L'une des premières recommandations, dénoncer ou en parler autour de soi. Et la Côte d'Ivoire a développé au fil des années un arsenal juridique conséquent. 16 jours d'activisme contre les violences envers les femmes et les filles. Pourquoi dénoncer? Eh bien, pour sauver des vies tout simplement. Politique à présent, à moins d'un an de la présidentielle de 2025, le RHDP enregistre de nouveaux adhérents. Plusieurs militants du PPACI, du FPI, du PDCI, RDA et du COGEP ont décidé de rejoindre les rangs du parti au pouvoir. Ce lundi, la cérémonie s'est tenue à la rue L'Épic. C'était en présence du président du directoire du parti. Le constat de Sidonie Davila. C'est officiel. Ils sont désormais militants du RHDP. Ce sont 19 membres du PDCI RDA, 68 du PPACI, 19 du FPI, 10 de l'ancienne LMP, 7 du COGEP, 1 du GPS et 13 autres personnes sans parti politique, tous du Haut-Sassandra. Le département ou la ville de Daloa et toutes les sous-préfectures du département sont en chantier. Et nous sommes aujourd'hui heureux de passer devant nos parents parce que le RHDP est en train de tenir ses promesses. Ça saute aux yeux, c'est du concret. Dis merci au grand visionnaire, au président de la République. C'est vrai que j'étais le président des orateurs parlement Agora du Haut-Sassandra, mais aujourd'hui, je suis venu prendre ma carte de militant pour le RHDP. Les responsables du RHDP saluent ce ralliement massif. Preuve de l'adhésion aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Au-delà de la symbolique de cette cérémonie de l'adhésion à notre parti RHDP, ces adhésions consacrent aussi l'ancrage de notre parti au nom du Haut-Sassandra. Vous savez, le Haut-Sassandra est une région qui, par le passé, en dehors des grandes villes, était donc le passion de nos adversaires actuels. Vous avez fait le choix de la raison. Félicitations à vous d'avoir fait le saut. Félicitations. Vous êtes en de très bonnes mains. L'accueil des nouveaux militants, l'occasion pour d'anciens d'affirmer leur appartenance au parti. La rumeur a couru sur leur départ. Personnellement, nous, on ne peut pas quitter le parti au pouvoir pour aller à l'opposition. C'est l'opposition qui va venir au parti au pouvoir. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kone-Kafana, marque la satisfaction du parti d'accueillir ses nouveaux membres. Cette cérémonie qui célèbre l'adhésion des populations et des cadres du Haut-Sassandra au RHDP montre une fois de plus que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, apprécient les progrès réalisés en si peu de temps par le président Alassane Ouattara et que son parti, le RHDP, est aujourd'hui la seule voie pour que le second miracle ivoirien se consolide et s'installe durablement. Avec les adhésions successives, le Parti des Oufouettistes pour la démocratie et la paix continue de tisser sa toile pour les futures échéances électorales. Je vous le disais à l'aube de cette édition en Égypte, 17 personnes sont portées disparues en raison du naufrage d'un bateau touristique en mer Rouge. Le navire de croisière transportait 31 touristes et 13 membres d'équipage selon le gouvernorat de la mer Rouge. Il avait quitté Port Gharib dimanche et devait rallier Hurghada, 200 km plus au nord.
Et puis, à l'issue d'une réunion sécuritaire hier dimanche, Israël a accepté la poursuite de la médiation américaine pour mettre fin à la guerre au Liban. Il s'agit d'un accord de principe, mais pas encore définitif. C'est un accord en 3 phases qui pourrait intervenir très vite. La première phase concerne un arrêt de combat et le redéploiement du Hezbollah en dehors du Liban Sud. Dans un second temps, ce sont des troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais. Et finalement, plus tard, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre les 2 pays. Ces discussions interviennent alors que la journée de dimanche a été la plus intense depuis le début de la guerre. Plus de 300 roquettes ont été tirées sur Israël, qui a envoyé un million d'Israéliens dans les abris. D'innombrables frappes israéliennes, en particulier sur la banlieue sud de Beyrouth, ont eu lieu tout au long de cette journée, dont 12 pour la seule soirée de dimanche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, 23h. Bonsoir.